pour les démocrates sont de plusieurs ordres. On a d'abord un enjeu organisationnel dans le sens où les primaires servent à construire une organisation de campagne, à collecter des données sur les électeurs, dans les États, par pâté de maison littéralement. Les élections se sont gagnées en 2008, en 2012 sur la capacité supérieure du Parti démocrate justement à exploiter ces données et à en faire sens. Et puis justement à partir de ce sens à mobiliser leurs électeurs. On a pour Hillary Clinton un enjeu personnel qui est de justifier de son statut d'ultra favorite et de lever les doutes qui peuvent peser sur sa personnalité, sur sa candidature, sur sa véritable motivation. Et puis aussi lever les doutes sur les affaires, entre guillemets, qu'elle peut traîner depuis un certain temps, dont l'utilisation qu'elle a faite d'un serveur privé lors de son mandat de secrétaire d'État, donc de ministre des Affaires étrangères des États-Unis. Et puis, plus généralement, de se débarrasser de l'ombre portée de son époux qui continue à la handicaper comme une espèce d'albatros. Il y a un enjeu idéologique pour le Parti démocrate aussi, c'est-à-dire d'arriver à faire en sorte de ne pas trop se déporter vers la gauche, car les primaires ont pour résultat généralement de déporter les candidats démocrates à gauche et républicains à droite, et donc il faut qu'elles restent éligibles à l'élection générale et en même temps qu'elles passent l'obstacle des élections primaires. Les enjeux pour le Parti républicain sont assez différents pour de multiples raisons. La première chose, c'est que l'on sous-estime l'impact historique que peut avoir l'élection par 3 fois du candidat du même parti à l'élection présidentielle. Si les Républicains perdent cette élection de 2016, alors qu'ils y arrivent dans de bonnes conditions, on va dire que le parti est mort, et au moins d'un point de vue idéologique, on n'aura pas complètement tort. Et donc c'est une élection qu'ils doivent absolument gagner, on dit ça de chaque élection, mais celle-là encore plus. Dans un deuxième temps, on est dans une situation dans laquelle aucun des 15 candidats ne s'est véritablement dégagé, à l'exception de celui qui ne sera jamais président des États-Unis et qui n'a aucune chance de le devenir, Donald Trump, et pourtant dont tout le monde parle, et qui couvre de son bruit et de sa fureur et de ses clameurs sexistes, vulgaires et racistes l'ensemble du débat politique, et rend inaudibles les autres candidats sur les questions sérieuses que sont l'immigration, que sont la politique étrangère à laquelle il ne connaît rien, ou encore les questions économiques avec des recettes très simplistes d'un côté et qui sont complètement remises en cause par l'état du politique américain aujourd'hui. Donc on est dans une situation où tout se joue dans un tout petit cercle d'électeurs aujourd'hui qui sont ceux qui participent activement aux élections primaires ou à la campagne de ces élections primaires et donc qui sont beaucoup plus à droite que les électeurs traditionnels, et de l'autre côté des électeurs aux élections de novembre 2016 dont on peine encore à savoir quel modèle de conservatisme américain ils ont en tête. Je crois que cette campagne des élections primaires qui va déboucher sur l'été 2016 et les élections générales en novembre sont particulièrement révélatrices d'un état quasiment de déliquescence du corps politique américain. Elles se déroulent dans un contexte dans lequel, par exemple, on est à 15% des Américains qui ont une opinion positive de leur congrès. Et un état de défiance très fort vis-à-vis des élus. On est aussi dans une période de cohabitation à l'américaine avec un président démocrate qui est populaire mais est loin d'atteindre les sommets de popularité de certains de ses prédécesseurs à la fin de leur deuxième mandat.
y compris le dernier président démocrate, à savoir Bill Clinton, et en même temps un parti républicain qui, même s'il a la majorité dans les deux chambres du Congrès, ne parvient pas à déclencher un quelconque enthousiasme parce que justement il est partagé entre deux formes de conservatisme qui sont très différentes et un poids démesuré des plus puristes et des plus fondamentalistes, j'allais dire, dans leur conservatisme. On est aussi dans une période extrêmement intense en matière d'affaires étrangères, avec un président démocrate qui a pris deux initiatives majeures, d'abord avec Cuba, et puis ensuite qui a réussi à faire aboutir le traité avec l'Iran. Deux décisions qui pèsent très lourd dans le débat aujourd'hui, et par rapport auxquelles les candidats démocrates, mais aussi républicains, doivent se positionner. Est-ce que cet héritage, c'est véritablement quelque chose d'indestructible qui va modifier le paysage politique américain et la relation des États-Unis avec ses alliés, mais aussi ses ennemis en quelque sorte? Cette élection risque aussi de se jouer beaucoup plus que les précédentes dans la capacité du candidat à la présidence qui gagnera à entraîner derrière lui une majorité au Congrès. Et on peut voir aussi se profiler un scénario, par exemple, dans lequel Hillary Clinton serait élue présidente, mais avec une minorité démocrate au Congrès, et donc commencerait un mandat avec une légitimité et justement un mandat de gouvernement très faible, ce qui serait très problématique pour le Parti démocrate à l'avenir, le scénario opposé étant lui peu probable. On est donc devant une élection qui révèle bien un corps politique à bout de souffle, autant institutionnel qu'idéologique, avec deux partis qui ont du mal à se positionner par rapport à l'État-providence côté démocrate et à cette véritable révolution conservatrice que beaucoup de républicains appellent de leur vœu.